Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. Je sais pas si on est démuté. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Papy Joe. Calate hello Sico. Allô, ça va bien? Sacré de la madre. Oui. Au regreso el grupo chileno. Ah? Je suis pas sûr de te comprendre, Papy. Habla espagnol? Non, je habla pas espagnol, moi. Habla un poquito? Non, pas du tout, même. En gros, aujourd'hui, on revient sur le groupe du Chili. Cries. Est-ce que tu te souviens de Cries? Oui, ça, je me souviens, par exemple, Papy Joe. Ben, pour nos auditeurs, on va quand même faire un petit récapitulatif. Ça a déjà un certain temps de ça. Cries est un groupe du Chili fondé en 2016, groupe de groove metalcore. Leur style m'a tout de suite accroché, mais j'ai l'impression que c'est le genre que tu aimes ou que tu n'aimes pas. L'auditeur est assez mature pour faire sa propre décision, je crois. Bon. Je crois à la décision. Je me rappelle que c'était violent. Oui. Composé de 5 membres, Camilo Rivera au drum, José Luis Vázquez à la guitare, Pablo Manzano à la guitare, Rodrigo Pérez au vocal et Pedro Farina à la basse. Avec 2 albums à leur actif, Psicopata en 2017 et Psicopata 2, El Momento de la Muerte en 2021. Ils sont encore actifs, mais je n'ai pas vu de sortie d'album bientôt. Éventuellement. Restons à l'affût. Restons à l'affût. C'est très bon, par exemple. C'est très bon. Mais pour ceux qui s'en rappellent, le groupe compose que des baladas del assassinato. Des ballades meurtrières. La dite composition de cet épisode, La Bestia. La bête. Oh. C'est une tourne de 5 minutes, ça bûche, c'est le fun, c'est agréable à écouter. Très bonne, la chanson. Je l'ai écoutée tantôt. Là. Ouais. Bien aimé ça. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va... mais qui est la Bestia? De son petit nom, Luis Alfredo Garavito Cubillos, dit la Bestia, né le 25 janvier 1957 à Genova, Quindío. Je ne sais pas c'est où. Quelque part au Chili. Ça, j'imagine. Garavito et ses frères et sœurs étaient tous négligés. Luis décrivait son père comme un coureur de jupons et ses parents se disputaient fréquemment. Il affirmait avoir eu le malheur de grandir dans une famille qui passait son temps à se disputer, à se battre et à s'insulter, que son père maltraitait physiquement sa famille. Par conséquent, Garavito et ses frères et sœurs se cachaient souvent de leur père. Moi, je vois aucun problème dans un père de même. Garavito affirmait que son père, très strict, ne s'adressait à lui que pour des raisons professionnelles et pour faire des courses, et qu'il le réprimandait fréquemment. Élève à l'école Simón Bolívar de Ceylan, il était souvent la cible de moqueries et de railleries de la part des autres enfants. Il rencontrait des difficultés d'apprentissage, surnommé Garabato, qui signifie gribouillis. OK. Ça a l'air, c'est une insulte. Hein. Une insulte par rapport à son apprentissage, dans le fond? Ben, en référence à ses lunettes. C'est comme les traites de nerd, dans le fond. J'imagine. Au lieu de genre 4 yeux, c'est ça qu'ils disent. Garavito était, semble-t-il, harcelé par ses camarades de classe et préférait donc rester seul pendant la récréation. Vers 1968, Garavito fut retiré de l'école par son père qui, pour subventionner aux besoins de sa famille, le dissuada de se faire des amis ou de fréquenter des filles, afin de se concentrer pleinement sur la recherche d'argent. Parce que, tu sais,
C'était ça l'époque. Pas d'argent, va travailler. Tu sais, nous autres aussi, on a connu ça. Genre, t'avais 13 enfants. Dès qu'ils pouvaient, ils lâchaient l'école pour aller travailler à la ferme. Ouais, fut une époque que c'était ça. C'était ça. En 1969, lors d'une visite de vaccination de routine à laquelle son père l'avait amené, Garavito aurait été agressé sexuellement par le pharmacien, un homme très religieux qui était aussi leur voisin. Cet homme était également proche du père. Que tout le monde faisait confiance, c'est justement Oui, ça que c'est- j'allais dire. C'est le pharmacien, le voisin, Ben, voyons. Cet homme était également proche du père de Garavito et aurait mordu, brûlé et lacéré Garavito avec sadisme lors de l'incident. Des experts et d'autres personnes ont toutefois mis en doute la véracité des allégations de Garavito. Fait que tu sais, si tu as fondé cette histoire-là pour se déculpabiliser de quelque chose, c'est ça qu'on va voir plus tard. Suite à ce premier incident d'abus, Garavito aurait tué et disséqué 2 oiseaux par frustration avant de commencer à caresser sexuellement et à regarder de manière inappropriée ses jeunes frères et sœurs. Garavito... Oh. J'ai dit Ça s'explique ça là. Garavito a également affirmé avoir agressé sexuellement un garçon de 6 ans en 1969. Selon sa famille et ses amis, Garavito est devenu très renfermé, extrêmement agressif et prêt à se venger du monde. C'est plate de casser les enfants quelque cop aussi. Ouais, mais là, c'est encore dans sa tranche d'âge, un peu. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. La famille... Ça attaque pas au bon monde. Non. Ça attaque au pharmacien. les pharmaciens, puis les grands... Le Big Pharma, là, qui nous choisissent. Ouais, Big Pharma, là, c'est là, les Ah, puces. justement, il a été vacciné, c'est à cause de ça. Tu veux, là, la nouvelle méthode de contraception, là, qui mettent une puce, là, dans le bras? Pour vrai? C'est bien. Ouais, t'as-tu vu ça? Hein, regarde, là, qu'est-ce qu'ils font, là, les fous, là? Ben, je sais, j'ai vu le contraception masculine, ça, je trouvais ça cool. Ah, ça, là, j'ai pas vu. Ouais, j'ai vu ça passer, puis j'étais comme nice. Enfin, tu peux tirer à blanc où est-ce que tu veux sans danger. Je veux dire, la pire maladie transmise sexuellement, c'est mettre quelqu'un enceinte. La famille s'installa à Trujillo en 1971. Peu après son arrivée, un voisin lui montra des images pornographiques hétérosexuelles et se moqua de son dégoût avant de le battre et de l'agresser sexuellement. Encore. Ça se répète, hein? Ça se répète, mais c'est juste drôle que le gars fasse comme check de la porn, check le gars pis la fille. Ah, je trouve ça dégueulasse, bouge pas, je vais te violer. C'est pas un peu contradictoire, mais. En tout cas, c'est par l'intermédiaire de sa famille que Garavito commença à boire de l'alcool. En 1972, il tenta d'avoir des relations sexuelles avec des femmes de la région qui repoussèrent ses avances. La même année, sa mère le mit à la porte pour avoir tenté de sodomiser un garçon de 5 ans, puis de nouveau en 1973 après une tentative d'agression sur un garçon de 6 ans dans une gare de Bogota. C'est une bonne moyenne au bâton. L'enfant cria et Garavito fut brièvement interpellé, accusé de tentative de viol et il expliqua qu'il voulait seulement caresser légèrement l'enfant. À la suite de ce dernier incident, Garavito affirma avoir été réprimandé par son père pour ne pas avoir choisi une femme plutôt qu'un jeune garçon comme proie sexuelle. En raison de leur fréquente dispute... Ah oui, c'est pas le problème. C'est pas d'agresser quelqu'un non plus. Tu sais. Non, c'est le Si t'as choix de choisi la... un gars. Choisis jeune. la bonne victime pour Ben que ton ouais. père soit fier de toi. Ça m'écoeure. c'est- Ben, t'as pas fini. J'imagine que j'ai pas fini. C'est tout recto verso, ça, mon ami. Sauf la dernière. Sauf la dernière. En raison de leur fréquente dispute concernant sa pédophilie, il fut expulsé définitivement pour comportement homosexuel. Dégueulasse. Tu violes, c'est correct. Mais ça, y a pas de problème. Pas de problème. Homosexuel, non. Là, il y a des limites à ne pas franchir. Ça a pas d'allure, Calice. Ouais, c'était ça l'époque, là. C'était en 73, là. Ben, c'est pas si loin que ça. Oui, c'est ça le pire, c'est que les temps ont changé depuis, mais c'est ça. Non seulement c'est à l'époque, mais c'est en pays d'Amérique latine extrêmement catholique. Mm-hmm. Fait que tu rajoutes comme une couche, là. Ouais, mais à l'époque, c'est parce que je trouve pas que c'est à l'époque que ça, 73. Ben,
C'était une autre époque quand même. Là. Ouais. Rappelle-toi qu'ils mettent des affaires devant la petite vie parce qu'ils disent que c'est une autre époque. Là. Fait que... Garavito commençait à travailler comme assistant dans un fonds d'indemnisation, puis dans une chaîne de magasins. Il étudia le marketing. Cependant, son comportement était problématique et il en vint au point avec des clients, des collègues et des supérieurs. Après avoir perdu son emploi, il travailla comme vendeur ambulant d'icônes religieuses et comme travailleur migrant, nouant des relations platoniques avec des femmes plus âgées. Garavito commença à travailler dans une plantation de café à Trujillo. Il tomba amoureux d'une institutrice et mère célibataire nommée Luz Marie Ocampo Orozco, avec laquelle il assista plus tard aux messes hebdomadaires. Il essayait quand même d'être un bon chrétien. 2 de ses amies plus vieilles avaient des enfants que Garavito aurait élevés comme les siens et se montrait un bon compagnon lorsqu'il était sobre. Ses amis le décrivaient également comme aimable malgré son tempérament particulièrement violent et ses accès d'ivresse occasionnels durant lesquels il menaçait de tuer son père. Sous l'emprise de l'alcool, Garavito était violent physiquement envers ses compagnes et devenait de plus en plus jaloux, possessif et méprisant. De ce fait, il était souvent au cœur des scandales locaux et des commérages de la ville. Il fut mis à la porte à plusieurs reprises par ses partenaires féminines. Selon plusieurs experts, Garavito présentait des symptômes de psychose, de paranoïa et de dépression. Il commettait des agressions sexuelles compulsives sur des enfants, garçons et filles, développant une préférence quasi exclusive pour les garçons prépubères. Il souffrait de dépression et avait des pensées suicidaires liées à son manque de réussite et désirait fonder une famille, mais souffrait de dysfonction érectile avec ses partenaires féminines lorsqu'il était ivre. Cela lui causait une profonde souffrance et il leur confiait souvent sa haine envers sa famille. Toujours sa famille. Garavito commença à fréquenter les réunions des Alcooliques Anonymes en 1978. Tu vois, il essayait d'être une meilleure personne. Et il voulait se Mais convertir. c'est pas de sa faute. Ça. Non, c'est pas de sa faute. C'est sa famille. C'est sa famille. Ben, c'est ça. Non? Ça haine profonde pour sa famille. Oui, je sais, c'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute. Ça sera jamais de sa faute. Ça sera jamais de sa faute. Jamais. Il peut pas contrôler parce qu'on le sait. Toutes les victimes deviennent des prédateurs, voyons. Oh, ouais! Je me souviens pas de celle-là. Tabarnak de calice, ça n'a pas d'allure. C'est pas encore fini. Je sais. Garavito commença à fréquenter les réunions d'Alcooliques Anonymes en 1978 et se convertit au pentecôtisme. Mais explique-moi donc, qu'est-ce que c'est le Ah, je suis content que tu me l'as demandé. Le pentecôtisme est un mouvement chrétien évangélique issu du réveil chrétien lancé par les pasteurs américains Charles Fox Parham et William Joseph Seymour aux États-Unis en 1901 et 1906. Là, c'est une branche quelconque catholique. Là. Mais je sais qu'évangélique à la plus base... extrême qu'une que l'autre. Là. Ouais, ben ça, les évangéliques sont quand même une coche au-dessus, genre juste les... C'est catholique puis évangélique. C'est évangélique, eux autres, que ce soit l'Apocalypse, ils s'en foutent, là, que tout le monde crève, eux autres seront sauvés. C'est comme une coche de plus. Et ils sont toujours les meilleurs là, dans leur affaire. C'est toujours eux qui vont être sauvés, non les autres. Oui, Là. évidemment. C'est toujours de même. Ça résume toute la gang. Là. Ça résume toutes les religions. Et il travailla comme vendeur dans un magasin où il rencontra sa première petite amie, Luz Marie. S'éloignant de sa famille, il n'était proche que de sa sœur aînée Esther, qui l'évitait en raison de son alcoolisme. Garavito était également en conflit avec ses jeunes frères et sœurs au sujet de la préférence que leur accordait leur père. Il déménagea dans la ville d'Arménia et trouva un nouvel emploi dans une boulangerie locale. Garavito fréquentait fréquemment les offices religieux où il se frappait la poitrine pendant la prière, assistait à des réunions des alcooliques anonymes et voyait occasionnellement des psychiatres avant de terminer sa journée en fréquentant le parc Valencia pour se procurer des services de prostituées mineures. Toujours, hein, mineur depuis une belle constance. Il veut de la fraîcheur. Ah, ta gueule, Patrick.
Après une altercation avec ses collègues, Garavito fut licencié de la boulangerie et tenta de se suicider. Il décida alors de se faire soigner à l'hôpital psychiatrique San Juan de Dios et fut hospitalisé à plusieurs reprises au printemps 1980. Il y exprima son désir de mourir, convaincu que sa vie ne valait rien. Elle vaut rien. Je suis d'accord avec lui pour une affaire, sa calice de vie vaut rien. Au moins, on s'est mis d'accord sur une affaire. Tabarnak. Malgré des symptômes évidents de psychose et de boulimie, Calice. Ça fait pas un poids, ça. il fut principalement traité pour dépression et se vit prescrire des antipsychotiques. Soucieux d'expliquer ses tendances suicidaires au psychiatre, Garavito déclara d'abord vouloir des enfants avant de reformuler sa déclaration pour sous-entendre qu'il souhaitait simplement fonder une famille. Il était sur le chemin de la rédemption. Ouais, pour pouvoir violer ses propres enfants. Non. Il n'a jamais touché à ses frères et sœurs. Oh. Oui, tu l'as dit au début. Juste une fois au chalet. Tu l'as dit direct au début, fait que oui. En 1980, Garavito trouva un emploi dans un supermarché d'Arménia dans le quartier de Quindio, où il bénéficiait de 2 heures de pause déjeuner le jeudi et dimanche après-midi. Il entama ensuite une brève relation avec Claudia, une mère célibataire esthéticienne dont il était satisfait. Cependant, Claudia le quitta rapidement car la modeste carrière de Garavito ne lui permettait pas apparemment de satisfaire ses désirs de dépendance. Il chercha alors à apaiser sa souffrance en agressant sexuellement des enfants des rues pendant ses pauses déjeuner dans les villes voisines que Quimbia et Calarxa. Durant cette période, Garavito confia ressentir des pulsions constantes d'abus sur les enfants, souvent même pendant ses heures de travail. À l'automne 1980, il commença à se munir de lames de rasoir, de bougies et de briquets afin de torturer ses victimes. Mais pourquoi il est encore en liberté, lui? Après Après avoir vu psychiatre, après avoir vu si, après... Pourquoi qu'il y a personne qui... Parce qu'on est en Amérique latine. Voyons, tabarnak, il craque tout le monde, esti. Tu t'en souviens, le monstre des amples que j'avais déjà parlé justement en parlant de Christ? Qui avait je genre me souviens tué ou 300 personnes. Puis ça, c'était genre le minimum, là. Parce qu'il pensait qu'il n'avait fait plus de meurtres. pas. Ça n'a pas d'allure, hein. Parce qu'il n'y a aucune réglementation. Est-ce qu'ils sont là, ça à l'ouest? C'est pas qu'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas les services nécessaires pour faire régner la loi. Après ces crimes, il inscrivait les noms de ses victimes dans un carnet bleu et priait pour elles tout en appentant sa chambre nue, comme à un rituel et en se frappant la poitrine. Garavito lisait également la Bible tous les soirs, cherchant une explication à sa déviance. Malgré son intérêt pour le christianisme et le catholicisme, Garavito Ça aussi, c'est bien aligné. C'est hein? C'est bien aligné. Là, là-dedans aussi, il y a pas mal de pédos, là. Ouais, puis il se battent aussi, fait que il s'autoflagelle. Garavito développa également un vif intérêt pour les études ésotériques, telles que l'astrologie et la lecture du tarot, ainsi que pour l'étude du satanisme, après avoir reçu un livre ésotérique d'un ami. Il consultait des 10 heures de Bonaventure et d'autres voyants avant de conclure qu'eux aussi connaissaient peu de choses sur l'occultisme. En proie à des accès de dépression et à la culpabilité de ses crimes, Garavito affirmait qu'il faisait des cauchemars à propos de ses victimes et qu'il se réveillait en pleurant sur les enfants avant de rire d'eux. Puis après ça, il riait d'eux. Ouais. Ça va être ton préféré, ça, hein, Alex? Ah, je l'haïs. Après avoir découvert l'autobiographie d'Adolf Hitler, Mein Kampf, on rajoute une couche. Garavito se prit d'affection pour le dirigeant nazi et établit même plusieurs parallèles. Étonnant. Okay. En plus de ça, il est raciste. Ah non, ça, il n'en parle pas, par exemple. Ben, s'il tripe sur le fascisme et Hitler, ça vient avec, là. Ouais, mais je pense que c'était plus le côté occulte d'Hitler qu'il aimait. Ah, ouais. On peut aimer certaines personnes pour certaines choses. Ok, je continue à aller. Il établit même plusieurs parallèles entre leurs vies, notamment des enfances traumatisantes, des expériences homosexuelles et des années de vagabondage.
Il développa ainsi une admiration obsessionnelle pour Hitler et les charniers de l'Holocauste, déclarant plus tard aux enquêteurs qu'il aimait les camps de concentration. Que je disais? C'est pas raciste, ça. C'est de l'antisémisme. C'est pas la même chose. C'est du racisme pareil, c'est de l'antisémisme. Non, l'antisémisme, c'est le point de vue religion. Le racisme, c'est le point de vue couleur de peau. En tout cas. Ben, selon moi, c'est ça. Là, mais... Je dis pas qu'un est mieux que l'autre, là. C'est pas ça que je dis. Non, pour moi, c'est relié. Là. Le 25 janvier 1984, jour de son 27e anniversaire, Garavito fut interné en psychiatrie pendant 33 jours pour donner suite à une crise de démence. On lui prescrit des antipsychotiques et on orienta vers une psychothérapie pour sa dépression. Après avoir obtenu une autorisation de sortie le 28 février, Garavito s'enfuit à Pereira, dans le département de Risaralda, où il agressa immédiatement 2 enfants dans le quartier de Getsemani, avant de confier leurs photographies à sa sœur aînée. Il a comme pris des photos puis il a donné ça à sa sœur. Identifié publiquement, il quitta la ville. Garavito reprit alors le stockage de scalpels, de bougies et de lames de rasoir dans des sacs en plastique destinés à ses futures victimes. Ayant déjà abusé sexuellement de plus d'une centaine d'enfants, il fut brièvement arrêté pour le vol de bijoux d'un ami. Ben oui, c'est ça, pour une hostie de niaiserie. T'as des bijoux précieux, j'imagine? Hey, ben oui, super précieux. Ben oui, c'est ça qui le fait arrêter. Il parle à tout le monde, hostie, qui agresse, puis il viole des enfants, puis... Non, c'est pas dit qu'il le dit à tout le monde. Il parle de sa dépression au psychiatre. Ben oui, hostie, super... il arrête pas de parler, hostie, de tout, hostie, tabarnak. Garavito développa également une obsession pour Le problème, c'est pas qu'il viole des enfants, c'est qu'il est gay. Ben là, on est rendu plus loin, là. C'est qu'il y a Ouais, je sais, mais ça reste ça pareil, hostie. Garavito développa également une obsession pour le tueur de masse Campo Elias Delgado, un vétéran autoproclamé du Vietnam qui avait assassiné sa propre mère et plusieurs autres personnes dans un restaurant de Bogota en décembre 1986. OK. C'est une tuerie de masse, ça fait changement. Mm-hmm. Admiratif de la notoriété nationale de Delgado, Garavito souhaitait l'imiter, tandis que lui et d'autres suivaient les gros titres à la télévision dans un bar. Dès lors, Garavito fantasma sur l'acquisition d'une mitrailleuse et l'anéantissement de son père et de sa famille avant de se suicider. Idolâtrant certains meurtriers, Garavito pensait que se suicider après un massacre de sa famille serait la mort idéale pour lui. Ben oui, parce que trop lâche, faut partir tout seul, hein? Ben c'est sûr, faut qu'il amène toute sa gang. Entre ça puis du Kool-Aid magique. Ouais. Durant cette Une autre gang de brillants. Durant cette période, Garavito fréquentait une mère célibataire, Graciela Zabaleta, qui vivait près des centres psychiatriques locaux où il était interné. Après s'être présenté, Garavito lui proposa avec désinvolture de devenir sa compagne. Charmé par son assurance, Zabaleta l'accueillit chez elle à Pereira en échange de repas et d'une participation aux dépenses du foyer. En réalité, Garavito était généralement absent, mais se comportait comme une figure protectrice et paternelle envers cette famille. Cela inquiéta Zabaleta qui s'inquiétait de son alcoolisme, lequel semblait notamment déclencher son comportement scandaleux et asocial. Après avoir été aperçu par ses amis Hierro Toro et Anzar Valencia, ivres et en compagnie de jeunes garçons dans des motels locaux, l'entourage de Garavito... Ça sonne pas de cloche à personne, ça. Alors que non. Ça... Ouais, qu'est-ce qu'il fait avec des kids, lui? Hein? Ah, c'est normal, il est chaud. T'en es toi, lui, de s'occuper des kids. On fait confiance à lui. Ah. L'entourage de Garavito prit conscience de sa pédophilie. Tu vois? Il vient d'y prendre confiance, ça faut tout ça qu'il viole, là, si. Malgré cela, il ne fut pas confronté à ses actes et ses amis ignoraient largement la gravité de ses crimes. À partir de 19... Ah oui, ils l'ont arrêté, hein? Dans la main. C'est non, ça.
À partir de 1988, il a commencé à documenter ses agressions, conservant des trophées de victimes dans des valises en tissu noir au domicile de plusieurs femmes. Entre 1980 et 1992, Garavito aurait violé et torturé au moins 200 jeunes, période durant laquelle il a passé 5 ans en soins psychiatriques et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Mais pourquoi qu'il est pas capable? Ben, parce qu'il cherchait de l'attention. Il a essayé. Chris, arrête d'essayer puis manque-toi pas. Parce que c'est un esti de loser, il est pas capable de réussir, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas capable de fonder une famille, Ah oui, puis il est pas capable de se suicider. Partout où Garavito a résidé durant cette période, les signalements d'agressions sexuelles sur mineurs ont considérablement augmenté. no fucking way. Lors d'une séance de spiritisme avec une planche Ouija, le bout de taboire. Ouija. Ouija, Garavito a affirmé être entré dans un état psychotique au cours duquel le diable lui aurait demandé s'il souhaitait le servir. Ayant répondu par l'affirmatif, le diable aurait répliqué « Tue, car tuer peut engendrer bien des choses. » Ah oui, il y a qu'une autre façon de dire que c'est pas de sa faute. C'est pas de ma faute, c'est le diable qui me le demande. Et voilà. Le 1er octobre 1992, tentant de commettre son premier meurtre, Garavito a pris pour cible un jeune garçon qui vendait des bonbons et des cigares aux passants. En état d'ivresse, il attira le jeune homme qu'il comptait emmener sur un terrain boisé vers le quartier de l'hôtel Melia à Bolivar, en Colombie, avant d'être interrompu et roué de coups par la police locale. L'un des policiers le frappa à la tête avec un revolver alors que Garavito saignait et lui volèrent 1000 pesos, une montre et une bague avant de le relâcher du poste de police. Fait que tu comprends maintenant pourquoi il n'a jamais vraiment été arrêté pour toutes ses viols. Parce que même quand il tente de tuer quelqu'un, ben, il fait juste voler de l'argent puis c'est correct. Son premier meurtre, le 4 octobre 1992, il aperçut Juan Carlos, un garçon de 13 ans, près d'un bazar où il avait bu. Selon Garavito, le reflet du clair de lune dans la rivière avait réveillé en lui une force étrange, lui rappela son enfance et le mettant en rage. Il suivit l'enfant, achetant au passage une corde et un couteau de boucher avant de lui proposer du travail pour 500 ou 1000 pesos. Carlos quitta le quartier animé de Yamundi avec Garavito pour se rendre dans un endroit isolé près de la voie ferrée locale. Yamundi. Hein? De Yamundi. Yamundi. Un endroit isolé près de la voie ferrée locale où on le retrouva plus tard. Les dents de devant arrachées, le rectum et la gorge profondément lacérés et les parties génitales sectionnées, Garavito affirma avoir perdu connaissance et avoir pleuré en découvrant du sang sur ses vêtements le lendemain matin. Il vécut avec un remords. Le 10 octobre 1992, Garavito se rendit à Trujillo pour voir sa sœur Esther. Sous l'effet de l'alcool, il se mit à briser des récipients dans un accès de rage après avoir vu passer un enfant et assassina John Alexander Penaranda, âgé de 12 ans, alors qu'il se rendrait chez sa sœur à Tulula. Il poursuivit et assassina ensuite des jeunes collectionnant leurs orteils amputés. En 1993, Garavito commença à taillader le ventre de ses victimes, attirant 8 enfants âgés de 9 à 11 ans d'une école locale vers un terrain boisé voisin dans le quartier de la Victoria. Craignant d'être retrouvé par des chiens de chasse, Garavito se débarrassa ensuite de leurs orteils amputés avant d'assassiner Henri Giovanni Garcia, Marco Aurelio Castano, Juan David Cartadenas et Aimé Orlando Popayan et 3 autres enfants non identifiés dans le sud-est de Bogota. Il a ensuite assassiné 2 autres enfants dans le quartier de Messine avant de partir. Ça me fuck un peu. Mélangeant, tu vois, Ouais. t'as essayé d'économiser, mais... Non, j'ai oublié de changer mes affaires. Pour Toulan, puis pour Pereira, puis pour Quimbaya, puis de nouveau pour Tulua, où il a assassiné d'autres enfants, mettant fin à sa série de meurtres en 1993 avec la mort de Mauricio Monedero Mejia, âgé de 13 ans.
C'était une bonne année. Non, on décrira pas ça comme bonne année. C'est C'est juste pas- c'est intense. C'est pas une bonne année. Non, c'est pas une bonne année. C'est tout sauf une bonne année, Papy Joe. Je pense que tu viens de me résumer genre 15 meurtres d'enfants. Là. Ouais. Il y a rien de bonne année là-dedans. Bonne année! Ouais. Début de 94. Tu vois? J'avais 2 ans. T'avais 2 ans. Garavito attira un jeune garçon de Bogota âgé d'environ 12 ans qui s'était endormi dans un bus. Après lui Ça, avoir... c'était 10 ans de plus que moi. Ouais. Après lui avoir donné du brandy, Garavito le déshabilla et l'attacha dans un ravin isolé. Il le détacha devant sa fosse commune. L'enfant s'empara alors du couteau et sectionna les tendons de la main gauche de Garavito avant d'être finalement maîtrisé et tué par ce dernier. Ben, au moins, il a fait de quoi, ça? Au moins, c'est ça. Tain, mon esti. Le 4 février 1994, Garavito attira Yeme Andrea González, âgé de 13 ans, de la Plaza de Bolivar à un champ de canne à sucre peu après avoir été expulsé d'un bar pour s'être plaint de la nourriture. Il le viola et le tua. Face à un grand crucifix, il fut pris d'une brève crise psychotique et entendit une voix de réprimander avant de l'enterrer et de prier pour le pardon. Il retourna dans sa chambre d'hôtel où il récita des versets du psaume 57. Du quoi? Le psaume 57. What the fuck is that? Un psaume, c'est juste comme une petite phrase. OK. Mais là, c'est le 57. Puis je l'ai marqué parce que... Merci. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saul, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Tu sais, c'est quand même... Ça vient pas te chercher un peu ici à l'intérieur? Non. Non, c'est ça. Non, non, gars, je suis assez... J'ai hâte qu'on passe à la prochaine histoire, maintenant. Pas sûr, moi. Ah, OK, pendant plusieurs Oui, heures... oui, j'ai hâte. La chapelle Sixtine de ton cerveau, j'ai hâte de voir ça. OK. Pendant plusieurs heures jusqu'à l'aube, le 12 janvier... Abonnez-vous Patreon pour voir. Ouais. Le 12 janvier 1997, Garavito assassina un garçon de 8 ans puis 2 autres mineurs durant cette période. Garavito commença à se déguiser pour échapper à l'identification et à l'arrestation. Surnommé Goofy dans la région, cet homme généreux qui aidait les enfants de Trujillo bénéficiait de la bienveillance des habitants. Généreux. Hey, fuck you, man. Oh, il avait l'air gentil. Ben oui, il avait de l'air gentil, man. Pendant des années, Garavito... Je serais quand même curieux d'y voir la gueule, man. Tu peux googler, tu y vois bien la face. Ah ouais, je vais faire le montage d'épisode plus tard, là. Fait que je vais y Tu vas le voir. faire qui danse. Non, fuck ça. Cet homme généreux qui aidait les enfants, pendant des années, Garavito consigna ses crimes dans une valise en tissu noir, qui a reçu vêtements et cartes d'identité de ses victimes. Garavito confia la valise à sa sœur Esther avant de la donner à Luz Marie. En juin 1996, Garavito se plaignit que Luz Marie d'avoir perdu son emploi temporaire de vendeur de désodorisants. Il la supplia de l'héberger en échange de nourriture et d'argent. Méfiante à cause de son alcoolisme et de son tempérament colérique, elle l'accueillit brièvement avec hésitation. Garavito fit ensuite une mauvaise chute dans le quartier de Guacamaya, à Bogota, et se cassa la jambe en août 1996. Putain, mon esti. Souffrant atrocement, il logea temporairement... Pas assez. Souffrant atrocement, Jamais assez. Il logea temporairement chez un homme avant de supplier sa petite amie Luz Marie de l'héberger à nouveau. Contraint de se déplacer avec des béquilles et un plâtre, Garavito dut mendier dans la rue pendant les 2 mois qu'il passa chez elle. Aucune pitié. Garavito subvenait aux besoins... J'espère que personne n'y a donné rien, esti. Mais non, c'était Goofy. Non, fuck you, man, Goofy, ma calisse. Garavito subvenait aux besoins du foyer en payant les repas et autres dépenses, comme l'achat d'une télévision. Il restait cependant hostile et se disputait avec le fils de sa compagne,
âgé de 15 ans, parce qu'il voulait regarder les informations locales. Luz-Marie le mit à la porte pour cette raison et parce qu'il avait abîmé une chaîne en or qu'elle lui avait offerte. Plus tard dans l'année, le jour de Noël, Luz-Marie reçut un cadeau d'un ami de passage, ce qui provoqua un appel téléphonique furieux et ivre de Garavito. Il déclara qu'il n'aimait pas ces PD de passage. C'était... Oui, parce que ça n'en est pas un. Non, c'est ça. Car il craignait qu'il ne lui vole sa générosité. Après avoir été informé qu'il n'était plus la bienvenue, Garavito se présenta le lendemain matin en hurlant des obscénités et des menaces, tout en agrippant la gorge de Luz-Marie. Celle-ci et sa famille durent alors se réfugier chez un voisin. Plusieurs heures plus tard, Garavito laissa un mot d'excuse demandant pardon pour les dégâts causés à leur foyer. Excuse, reprends-moi. Ça arrivera plus jamais. Fuck you, man. Surnommé le conflit par les habitants, Garavito était souvent aperçu ivre, errant de ville en ville, devenant indésirable, notamment à cause de ses conflits familiaux avec ses collègues, des violences qu'il infligeait à ses compagnes et de son incapacité générale à se comporter normalement. Son comportement erratique l'aurait empêché de nouer et d'entretenir des relations étroites. Vers la fin de la série de crimes, Garavito errait dans l'ouest de la Colombie. Faut arrêter d'y trouver des excuses. Excuse, c'était la Colombie, pas le Chili, je me suis trompé. Ok. Mais faut arrêter d'y trouver des excuses. Ah non, c'est de la Chili, mais il est allé en Colombie. Sans domicile fixe, lassé de tuer des mineurs qu'il jugeait trop faciles à piéger, il conçut un projet de massacre. Kidnapper plusieurs adultes et les assassiner en attirant l'attention des journalistes, quitte à mourir dans la panique. Ça, on step up, toujours on step up. Ouais, mais le petit problème à chaque fois, c'est qu'il meurt pas. Ben là, À chaque fois, il veut mourir. Ouais, mais là, c'était un Il meurt projet, pas. il l'a pas... Oui, mais à chaque fois, il y a le projet. Tous ses projets finissent par qu'il meurt. Oui, mais... Puis il meurt pas. Il meurt jamais. Ben... Oui, sûrement peut-être à la fin, là, mais il meurt pas. Disons qu'il en a emmené plusieurs avec lui avant. Quelques jours plus tard, Garavito fut arrêté par la police locale pour une autre affaire. Une tentative de viol sur John Ivan Sabogal, âgé de 12 ans. Le 22 avril 1999, alors qu'il buvait du brandy en soirée, Garavito croisa Sabogal, vendeur de billets de loterie à Villavicencio, se présentant comme Bonifacio Moreira Lizcano, un homme politique local. Garavito s'empara de Sabogal avec un couteau et le menaça pour le faire taire. Faisant mine de l'enlacer, il l'emmena dans un taxi et le força à escalader une clôture de barbelés menant à une colline isolée. Là, Garavito ligota Sabogal en criant à plusieurs reprises « Suis-je un sadique ?» Il le nargua ensuite avec la lame, proférant des obscénités tout en se masturbant au-dessus de lui. T'as rien à dire là-dessus? Je sais plus quoi dire. C'est bon. J'ai juste hâte que tu me dises qu'il est mort. J'attends juste ça. J'ai hâte que ce calvaire de cet épisode-là finisse. C'est rien que ça que j'ai hâte. Un jeune sans-abri de 16 ans, se trouvant à proximité, entendit la dispute entre Garavito et l'enfant. L'adolescent se mit à insulter Garavito et à lui jeter des pierres. Garavito le poursuivit avec son poignard. Les deux garçons s'enfuirent vers la ferme Rosa Blanca, située sur la route de la Corralina à la Villa Vicencio, où ils furent accueillis par une fillette de 12 ans. Garavito arriva plus tard à la ferme et demanda agressivement son chemin à la fillette. Elle le conduisit dans le bois où il se perdit. La police fut contactée et des recherches furent lancées. Les autorités retrouvèrent Garavito sortant des bois vers 7 heures, alors qu'elle exhortait les habitants furieux à ne pas participer aux recherches. J'imagine que la petite était pas là, hein, avec lui. Non, ça, il a juste montré le bois, puis après ça, il est revenu. Ok, elle est pas partie avec. Non, elle Je est pas pensais partie. qu'elle était partie avec. Malgré cela, les autorités soupçonnèrent qu'il s'agissait de Garavito recherché. Il leur présenta une fausse identité et prétendit être l'homme politique Lizcano. C'est celui qui s'est fait passer quand il a kidnappé sa Bogal.
Malgré cela, les autorités soupçonnèrent qu'il s'agissait de Garavito. Le 4 juillet 1999, leurs soupçons furent confirmés. Pour le ministère de la Justice colombien, les aveux de Garavito ne suffisaient pas. Garavito souffrait d'une affection oculaire rare, touchant uniquement les hommes d'une certaine tranche d'âge. Ses lunettes étaient spécialement conçues pour cette pathologie. Ces mêmes lunettes ont été retrouvées sur le lieu du crime. Garavito y a également laissé des bouteilles de brandy, ses sous-vêtements et ses chaussures. De l'ADN a été retrouvé sur les victimes ainsi que sur les autres objets retrouvés. La police a organisé un examen ophtalmologique pour tous les détenus de la prison où Garavito était incarcéré. Les résultats de cet examen permettraient d'établir un lien entre les lunettes et Garavito. En rendant l'examen obligatoire pour tous les prisonniers, elle a atténué les soupçons à son égard et l'a empêché de mentir sur sa vue. Sa taille de 1,65 m et sa démarche clodique ont également été ces éléments cruciaux pour l'identifier. Pendant que Garavito était hors de sa cellule, les enquêteurs ont prélevé des échantillons d'ADN sur son oreiller et dans son espace de vie. L'ADN retrouvé sur les victimes correspondait à celui trouvé dans la cellule de Garavito. Interrogé pendant plus de 12 heures en octobre, Garavito a vu ses crimes relatés à haute voix par un inspecteur jusqu'à ce qu'il fonde en larmes et explique qu'il s'enivrait et recherchait de jeunes garçons. Il a affirmé ne pas être homosexuel, mais avoir été victime d'abus sexuels durant son enfance et avoir Ben oui, violé... c'est pas de sa faute! Mais non! Et Mais à- non! et avoir violé de jeunes garçons avant de les assassiner, avouant avoir tué environ 140 enfants dans différents lieux. Il a été reconnu coupable de 138 des 172 chefs d'accusation. Les autres sont en cours d'enquête. Garavito a été condamné à 1853 ans et 9 jours de prison. Pas assez. La peine la plus lourde de l'histoire colombienne. Cependant... Pas assez. Attends une minute. Cependant, la loi colombienne limite la peine d'emprisonnement à 40 ans. Et comme Garavito a aidé la police à retrouver les corps des victimes, sa peine a été réduite à 22 ans. C'est découragé. On va aller chercher la guillotine là, qui ont sorti durant le 1er mai. Là. Puis on va aller couper des têtes là-bas, je pense. Garavito a Je pense qu'il y a une couple de monde qui n'a pas catché qu'est-ce qui se passe là. Calisse de tabarnak. Garavito a purgé sa peine dans une prison de haute sécurité à Valledupar, dans le département d'El César, en Colombie. Il était détenu à l'écart des autres prisonniers car on craignait qu'il ne soit exécuté immédiatement. Il aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle en 2023, après avoir purgé les 3/5 de sa peine. En 2021, un juge a rejeté sa demande de libération anticipée Thank God. pour bonne conduite. Ah oui, Au motif il qu'il n'y a n'avait pas payé- d'enfants violés dans une prison. Au motif qu'il n'avait pas payé l'amende infligée à ses victimes. Parce qu'en Colombie, il faut que tu payes une amende aussi. Garavito gardait espoir et avait confié au sénateur colombien Carlos Moreno de Caro son intention d'entrer au Congrès, de devenir pasteur pentecôtiste et de se marier dans l'espoir de pouvoir aider les enfants maltraités à se sortir de prison. À sa sortie de prison. Atteint d'un cancer de l'œil et d'une leucémie, il était devenu aveugle, faible et épuisé. Il nécessitait des transfusions sanguines quotidiennes. Il a passé la majeure partie de son temps à fabriquer des monottes, des boucles d'oreilles et des colliers dans l'unité médicale de la prison à Valledupar. Les psychiatres lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale et ont noté des traits de personnalité narcissique. Non, no fucking way. Garavito est décédé C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Garavito est décédé d'une crise cardiaque le 12 octobre 2023. Pas Il assez avait Pas assez violent. 66 ans. Trop vieux, pas assez violent. Les victimes de Garavito étaient presque exclusivement des garçons.
Bien que les médias locaux aient également rapporté que Garavito avait agressé et assassiné des femmes, outre les 172 meurtres initialement inculpés, Garavito avoua également 28 autres meurtres en 2003, dont 5 concernaient des adultes. Garavito aurait également sévi en Équateur durant l'été 98 où il aurait assassiné Abel Gustavo Lueras Vélez, un cireur de chaussures et livreur de journaux de 14 ans. Le 20 juillet 98, ainsi que Jimmy Leonardo Palacio Anchuandia, un garçon de 12 ans à Chaune, issu de familles pauvres. Les 2 garçons avaient disparu à midi. Garavito a ensuite été aperçu dans un lycée de filles à Saint-Dominguez, en Équateur, avant de prendre la fuite face aux autorités équatoriennes qui avaient mis en place une opération pour l'arrêter. Sur place, les enquêteurs ont découvert 2 cadavres, dont celui d'une jeune fille violée, torturée, assassinée et abandonnée selon un mode opératoire caractéristique de Garavito. Reconnaissable à son fort accent colombien, un étranger sans domicile fixe mendiant a été repéré par les habitants en juillet et à août de la même année. Par ailleurs, Garavito a également déclaré avoir commis des meurtres au Venezuela. On est débarrassé. Là, c'est fini. Chance qu'il n'est pas sorti. Une petite chance qu'il n'est pas sorti. Bon, ben, merci, Papy Joe. Ça fait plaisir. Tu sais que je suis là pour te remonter le moral. Ouais, un esti de bon gros épisode. Ah, c'est un des meilleurs, je pense. C'est une merde, c'est que c'est une merde. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir été là pour du crime à mes oreilles. On se dit à la prochaine. Bien sûr, tu veux une prochaine? Ben oui, il faut. Je vais essayer d'en trouver un plus dégueulasse. Bon, pas obligé. C'est pas un concours. Ah ouais? Non. Tout est un concours. Ben. On se dit à la prochaine tout le monde et merci. Bye! Bye! Bye!